Bonsoir et bienvenue dans notre émission Point de vue qui a l'honneur de recevoir ce soir le docteur Martin Moulumba que je salue en votre nom. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Je précise à l'intention des téléspectateurs que vous êtes docteur et chercheur en droit public avec comme spécialité droit constitutionnel et institutions politiques. En fait, vous avez défendu il n'y a pas très longtemps, vous avez donc soutenu votre thèse de doctorat sous le thème conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. Et vous avez été reçu avec la mention, avec la haute distinction, c'est cela, si je ne me trompe pas. Très honorable. Très honorable. Vous êtes expert en administration des élections et avocat. Voilà, donc aujourd'hui nous allons essayer non seulement de parler actualité, mais également de comprendre les contenus de la thèse de votre doctorat, à savoir conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. En fait, j'ai parcouru quelques pages de votre thèse, du reste c'est très très intéressante, et je me dis la fonction présidentielle est une fonction suprême dans la vie d'un pays, dans la vie de toute nation. Est-ce que cette fonction revêt une conception particulière dans l'imaginaire de la population? Merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai fait ma thèse sur la conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. Cette thèse, je l'ai préparée et soutenue à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en France. La question que vous posez, elle est capitale. Est-ce que dans l'imaginaire de tout le monde, comment on conçoit la fonction présidentielle? La fonction présidentielle, oui. Il y a d'abord la conception que c'est lui qui a le pouvoir. Le président lui-même conçoit sa fonction. Pourquoi j'ai choisi de faire ma thèse sur ce thème, ce sujet? Je suis parti d'un constat, lequel, depuis la loi fondamentale, en 60, jusqu'à la Constitution du 18 février 2006, en passant par la Constitution de Loabo, celle de 67, dite révolutionnaire avec ses multiples révisions, oui, et les différents actes de la période de transition, l'élection est toujours choisie au Congo comme le seul moyen pour accéder au pouvoir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu en 60 Kasavubu qui a été élu par les deux chambres, démocratiquement élu. Sans terminer son mandat, il a été écarté par le coup d'état militaire de Mobutu. En 65. Mobutu lui-même a été chassé par les armes de Laurent Désiré Kabila. Et Kabila assassiné. On a eu son fils qui a hérité le pouvoir, alors que nous sommes dans une république. Dans une république, on n'hérite pas le pouvoir présidentiel. Là, je me suis dit qu'il y a un problème. Comment est-ce que dans un pays où le fondement de la république, c'est la démocratie électorale, mais le pouvoir ne s'entraîne que par la force, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais une parenthèse, docteur, est-ce que ce n'était pas une illusion de votre part de croire que dans les années 60, où le coup d'État régnait, était pratiquement à la mode, un peu partout en Afrique, est-ce que ce n'était pas une illusion de croire qu'il fallait respecter la Constitution en vigueur? Non, ce n'est pas une illusion parce que la conquête de l'indépendance elle-même, c'était pour construire un État de droit. Oui. Dans un État de droit, on a la loi fondamentale qui est la Constitution. La Constitution impose des normes. Sinon, on vit dans une jungle. Si nous avons la Constitution et on fait les choses contraires à la Constitution, on n'est pas dans un État de droit. Alors, l'élection est prévue dans la Constitution. On a un premier président qui est désigné conformément à la Constitution. On se disait que les Congolais qui voulaient l'indépendance voulaient aussi construire un État de droit. Oui, mais un peu partout, surtout les années 60, ce n'était que des coups d'État. Et la RDC n'a pas fait exception.
Ben, c'était pratiquement une façon d'accéder au pouvoir chez tous les Africains. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette conception a pris le dessus à l'époque par rapport aux constitutions qui étaient en vigueur? C'est là que j'en venais. C'est la conception que les différents présidents se faisaient de leurs fonctions. Vous savez, quand Kassabou est arrivé au pouvoir, on avait avant lui, sous l'État indépendant du Congo, le roi Léopold II, qui concevait le Congo comme son patrimoine personnel. Effectivement, quand vous suivez les causes réelles du conflit entre le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba, c'est que chacun confondait ses pouvoirs. On avait un régime parlementaire, mais le président Kasavubu voulait se comporter comme celui qui avait tous les pouvoirs, ce qui a créé le conflit entre ces deux. Alors moi j'ai compris qu'il y a cet héritage-là de Léopold II, que le premier président congolais a voulu prendre. Et quand il est parti, celui qui est venu, qui voulait construire la démocratie, avec le père parti État, il a personnalisé l'État. On est rentré à l'idée même que l'État congolais était un bien personnel du chef de l'État. Pour preuve, on avait des élections à candidat unique. Ne pouvait être candidat que celui qui est fondateur du MPR. Et les élections étaient moyens pour se soumettre et non pas pour s'exprimer. Et quand Laurent Désiré Kabila arrive, lui aussi, qui était entre guillemets libérateur, il n'a fait bien qu'imiter son prédécesseur, qu'il avait chassé. Donc on s'est dit que les différents présidents concevaient les pouvoirs politiques comme un bien personnel. On a vu ce qui s'est passé après la mort de Laurent Désiré Kabila. S'il n'y avait pas eu la volonté déterminée du peuple congolais, peut-être qu'on n'aurait eu pas la déterminance qu'on a connue en RDC. Donc, je me suis dit que les différents présidents congolais avaient une conception particulière du pouvoir. Quand vous dites que dans les années 60, il y a eu des coups d'État par-ci, par-là, mais c'était la volonté des dirigeants qui ne voulaient pas se conformer à la Constitution. Il y a des pays qui n'ont pas connu des coups d'État. Le Sénégal, il n'y a pas eu de coup d'État là-bas. Les différents présidents africains qui... Est-ce que ce n'était pas l'impréparation due en fait à la colonisation qui ne se voyait pas déboulonner si tôt dans les années 60, l'impréparation des cadres africains et donc des Congolais? Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé au moment des indépendances? Les différents pays africains ont voulu copier des constitutions occidentales pour décréter l'état des droits. En fait, c'était des copies des constitutions occidentales qui nous ont été léguées. Décréter la démocratie. Or, la démocratie ne se décrète pas, elle se construit. Quand vous lisez la constitution congolaise actuelle, à l'article 1er, on définit la RDC comme un état de droit et une démocratie. Est-ce qu'en RDC, depuis 2006, il y avait la démocratie? Donc cette confusion-là qu'on pensait qu'on peut avoir la démocratie qu'en décrétant dans les textes constitutionnels. Non. On veut une chose, mais les comportements des hommes ne suivent pas ce qui est dit dans les constitutions. Voilà pourquoi dans ces différents pays, les différents présidents avaient conçu les pouvoirs politiques comme un bien personnel, un pouvoir à vie, un pouvoir personnalisé. On ne pouvait quitter que par la mort. La démocratie n'était pas encore notre lot quotidien, hein, ça n'était pas encore dans nos têtes. La démocratie, elle se construit. Oh, elle se construit. Regardez dans les chefferies. Dans les chefferies. Oui. Vous trouvez des chefs traditionnels qui sont autour d'eux, il y a des notables. Quand ils prennent des décisions, ils conçuent ces notables-là. Même les désignations des successeurs qui remplacent les chefs. C'est une forme de démocratie. Ou un chef qui est encore vivant, qui de son vivant commence à initier celui qui va les remplacer. Alors, nos différents présidents confondaient parfois à tort les pouvoirs politiques avec les pouvoirs traditionnels. Où ils pensaient qu'ils sont des présidents à vie. Mais c'était une difficulté quand même. Mais quand celui qui est au pouvoir ne veut pas quitter le pouvoir, quand celui qui est au pouvoir ne veut pas organiser une alternance, ce qui a conduit à cette histoire de jungle où le pouvoir on ne pouvait arriver au pouvoir que par la force. Mais c'était contraire au texte constitutionnel. Il y a un des pays actuellement, il y a des coups d'État. Ouais. Alors qu'ils ont des constitutions qui sont démocratiques.
C'est une question de mentalité des dirigeants politiques. Alors, Dr Moulumba, avançons. Est-ce que cette notion a évolué au fil des années? Oui, la conception de la fonction présidentielle. Nous partons des années 60, avec le coup d'État que nous venons de fusionner ici, jusqu'à aujourd'hui, puisque nous parlons de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette conception a connu une certaine évolution à ce jour? Depuis l'indépendance, j'ai montré comment Kasavubu a été désigné, comment il est parti, Mobutu comment il est parti, Laurent Désiré assassiné et son fils prend le pouvoir. On a eu une construction d'une conception autoritaire du pouvoir. Et la RDC n'avait jamais connu une alternance démocratique ou pacifique. Arrive l'étape de 2018. C'est là que je peux dire que maintenant on veut construire une conception démocratique du pouvoir. Bon, je n'oublie pas ce qu'a fait l'ancien président. 2006 et 2011 oui, là, on va en parler, c'est une étape aussi. On a connu des élections en 2006, en 2011, en 2018, qui ont posé problème. 2006, on pouvait comprendre parce qu'il y a eu beaucoup d'années où le Congo n'avait pas connu des élections. On ne s'attendait pas à des élections réellement démocratiques. 2011, devrait confirmer la pratique démocratique. Mais les choses sont passées autrement. Arrive 2018, où le peuple congolais était déterminé pour connaître une alternance. J'ai toujours dit que l'alternance politique qui est arrivée en 2018, elle est arrivée grâce à la détermination des Congolais. Et maintenant, depuis 2018, l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, quand il a fait son discours d'investiture, il a dit qu'il concevait son pouvoir comme le pouvoir du peuple, qu'il met le peuple comme l'essence et le fondement de sa vision politique. Là, on a une construction démocratique du pouvoir. Mais mon souhait, c'est que, à la fin de son quinquennat, qu'il y ait de vraies élections démocratiques pour que le Congolais puisse désigner d'une manière libre et transparente un nouveau président, ou celui qui est encore candidat, s'il a un bon bilan, qu'il soit réélu par les Congolais. Oui, mon problème, dans ce cheminement historique, j'ai posé la question de savoir si la conception a évolué jusqu'à ce jour. Bon, nous en sommes là, mais est-ce que ce n'est pas du fait que est-ce que ce n'est pas la faute de la colonisation qui n'avait pas bien préparé les opinions à la question démocratique, par exemple? J'ai bien dit que cette conception a évolué. On est parti de la conception autoritaire oui, qui a fait beaucoup d'années, à la construction actuelle d'une conception démocratique. Alors, la faute de qui? Nous sommes indépendants depuis 60 ans. Une personne humaine à 60 ans, c'est l'âge de la maturité, de la sagesse. Alors, on ne doit pas toujours imputer la faute aux colonisateurs. J'ai toujours dit que le mal congolais, c'est notre classe politique, qui est essentiellement constituée de trafiquants politiques. Ça m'engage que moi, qui ont fait de la politique un fonds de commerce. Un service à se rendre et non pas un service à rendre à la population. Voilà où il y a les problèmes. Ce n'est pas les colonisateurs, c'est nous-mêmes. Si on fait de la politique un fonds de commerce, et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, on le fait que ça puisse profiter qu'à un petit groupe de politiciens. Et là, nous avons des textes constitutionnels, nous avons des lois, mais ceux qui sont censés faire respecter ces lois ne les respectent pas eux-mêmes. Voilà pourquoi on fait des cercles vicieux. Donc c'est fait exprès qu'on ne puisse pas respecter les textes qu'on a confectionnés soi-même. C'est une question de volonté politique. Parce que nous avons des pays, j'ai cité Sénégal, nous avons les Bénin. Dans ces pays, le Ghana, les Nigériens avaient des coups d'État. Mais aujourd'hui, au Nigeria, quand il y a une élection, il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est une question de volonté politique. Cette volonté qui manque, que l'actuel chef montre, et si ça suit, on peut aussi devenir comme certains pays que je viens de citer. Alors, vous êtes en train de parler du président Tshisekedi, aujourd'hui au pouvoir, depuis les élections de 2018.
quelle devrait être au fait l'orientation à donner à la vie démocratique dans notre pays pour qu'on en arrive au fait à asseoir une véritable démocratie et donc procéder à une élection tout à fait démocratique qui ferait plaisir à tout le monde aujourd'hui. Puisque nous devons évoluer, puisque les textes sont là, puisque les esprits sont maintenant en place, puisque tout le monde a compris que les coups d'État et les coups de force ne sont plus acceptés dans ces continents et donc dans notre pays aussi. Il y a d'abord la question du changement de mentalité. L'actuel président montre une volonté politique. Bon, on sait dans son discours. Quand il a pris son pouvoir, il a commencé au niveau des droits politiques et civils. Il a fermé certains cachots où les opposants étaient torturés, embêtés régulièrement. Maintenant, il faut que ça puisse prendre. Il prône la construction de l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel la loi s'impose à tout le monde. Et de la même manière, dans un état de droit, aucune personne ne peut être au-dessus de la loi. Que vous soyez chef de l'État, que vous soyez ministre, que vous soyez proche de tel ou tel. C'est un État où la justice est indépendante. Et la même pour tout le monde. Il n'y a pas une justice pour les riches, il n'y en a pas pour les pauvres, il n'y en a pas pour les proches de tel ou tel. Maintenant, là sont des théories. Il faut que les actes suivent. Nous avons une constitution qui prévoit, qui organise les pouvoirs, qui organise la vie dans la société. Il faut d'abord que cette constitution soit respectée. Et par les gouvernants et les gouvernés. Maintenant, la question des élections, on a vu ce qui s'est passé en 2006, ce qui s'est passé en 2011, ce qui s'est passé en 2018. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. On a constaté beaucoup de failles. On ne peut pas, en toute responsabilité, dire, bon, faisons le constat, fermons les yeux et continuons. On va tout droit au mur. On va tout droit au mur. On ouvre la voie à des crises persistantes. On a vu ce qui s'est passé, on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On tire les leçons de ce qui s'est passé et on prend les bonnes décisions. On ouvre la voie à la stabilité, on ouvre la voie à la paix. Ça, c'est au président de la République de montrer cette voie-là. Mais ce n'est pas seulement un travail du président lui seul. C'est un travail de tous les Congolais. Oui, de tous les Congolais, c'est vrai, dans la construction de l'état de droit aujourd'hui, en fait, c'est le vœu de tout le monde que cet état de droit puisse être, puisse connaître l'apport de tout le monde. Mais aujourd'hui, puisque vous avez condamné tout à l'heure le comportement du politique congolais, mais sans changement de mentalité aujourd'hui, sans évolution mentale aujourd'hui, qu'est-ce qui peut encore changer? Si par exemple, nous devons continuer à évoluer donc dans la corruption par exemple, dans le non-respect, donc dans l'impunité, dans le non-respect des textes. Mais ça c'est un problème, c'est pour saper tous les efforts qui sont en train d'être fournis. Tu vois, j'ai parlé de la volonté politique qu'incarne l'actuel chef de l'État. Mais il faut arriver à changer l'homme. Vous savez, la corruption, c'est un cancer qui détruit à la fois la République et notre démocratie. Et c'est très profond. Oui. Et quand on parle de la corruption, il y a deux personnes, les corrupteurs et les corrompus. Et les corrompus. Maintenant, il faut que ceux qui vont corrompre prennent conscience. Je prends un exemple. Moi et vous, on a une affaire au tribunal. Moi, je décide de ma propre volonté d'aller voir les juges pour nous brandir une enveloppe. L'initiative vient de moi. Le juge ne m'a pas appelé. Et nous, faites un effort avec ça pour que moi je gagne le procès. Si d'abord, moi, je prends conscience que ce que je fais n'est pas bon, avant d'aller brandir l'enveloppe auprès, il ne m'a pas demandé. Et le juge aussi à son tour, si il est conscient que sa mission qu'il doit faire, il doit être au milieu, il doit être juste,
de ne pas prendre des enveloppes pour faire ça. Cette prise de conscience, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut qu'on applique la loi sans complaisance. Sans complaisance. Ceux qui sont censés contrôler les magistrats qui jugent les gens, il faut qu'ils soient rigoureux. Mais aussi, quand on demande un effort aux magistrats, je pense qu'il faut aussi voir les conditions de vie salariales. Parce que vous ne demandez pas à quelqu'un qui a faim pour faire un bon travail. C'est du donnant, donnant. Et si tout le monde prend cette conscience, parce que, vous savez, on peut bien avoir les lois, c'est très bien. Mais si on n'applique pas ces lois, elles ne servent à rien. D'où il faudrait commencer à ce travail de changement de mentalité dans ces milieux de la justice. À tous les niveaux. La justice joue un grand rôle dans la construction d'un État. C'est même le pilier. Ouais. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Joue un grand rôle de par sa mission. Donc, si les juges n'ont pas la complaisance, s'ils appliquent la loi telle qu'elle est, et si, et même parce que aussi parmi nos juges, ce n'est pas tous, il y en a qui ne méritent pas d'être juges. Ça, je peux le dire comme ça. Parmi nos magistrats, il y en a qui ne méritent pas. Ce n'est pas tous. Mais des juges pareils, il ne faut pas les garder. Il ne faut pas les garder. Et alors? Ils donnent... Non, mais il y a des barèmes qui sont prévus de discipline dans ces corps-là. Ah, les barèmes de sanctions. Qu'on puisse regarder tout ça. Quand on voit qu'il y a des gens qui ne contribuent pas à cette construction de l'état de droit, moi je ne vois pas qu'il est replacé là-bas. Qu'on les sanctionne. Alors, il faut les sanctionner, justement. Mais le président Tshisekedi, au pouvoir, 2 ans après, il constate que les choses ne vont pas dans le sens et qu'il aurait souhaité aujourd'hui, et d'où la convocation des consultations en cours aujourd'hui. Alors, mais pour vous, quelle orientation, à l'issue de celle-ci bien sûr, quelle orientation en fait devrait-il imprimer donc, dans la suite de la gouvernance? Vous savez, après les élections de 2018, on a connu une situation paradoxale. Un président qui vient de l'opposition et une majorité du pouvoir sortant. Une élection qui s'est passée le même jour. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les têtes de nos compatriotes quand ils sont partis voter? Il vote un président qui veut changer les choses, il refuse une majorité, enfin le pouvoir qui était en place, mais il donne une majorité. Bon. Et le président n'a pas eu beaucoup de choix. Il n'avait que 2 choix, 2 possibilités. Ou il optait pour une cohabitation, c'est-à-dire que la majorité sortante formait le gouvernement, à elle seule, et on revenait peut-être à ce que les Congolais avaient décrié, parce que c'est eux qui continuaient. Où le président faisait la coalition, où il négociait avec son partenaire pour marcher ensemble. C'est ce qui dit qu'il a été élu président de la République. Parce que la majorité sortante avait aussi un candidat, Chadari, qui n'a pas été élu, que son projet n'a pas été accepté par la population. Au mois de septembre 2019, j'ai fait une conférence à Paris qui avait pour thème la conception du pouvoir de Félix Tshisekedi, crainte ou espoir. Et j'avais expliqué que le président conçoit son pouvoir comme le pouvoir du peuple. Il fait du peuple l'essence et le fondement de sa vision politique. Ce qui nous rappelle la définition qu'Abraham Lincoln avait donnée à la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et là, j'avais expliqué qu'il y avait un espoir légitime. Maintenant, le président est dans une coalition. Je me posais la question, quel est le projet commun de cette coalition? Je ne le voyais pas. Moi, je me dis, dans la constitution congolaise, le président a moins de pouvoirs propres. Mais il y avait un programme gouvernemental.
J'en arrive. Le président a moins de pouvoirs propres et plusieurs pouvoirs partagés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sincérité au sein de la coalition et une confiance réciproque. Ce qu'on n'a pas réellement vu quand il fallait nommer le Premier ministre. On a vu que les deux alliés se méfiaient. Et aussi quand il fallait former le gouvernement. On a commencé par faire la coalition pour former le gouvernement après. Si on suit la chronologie des choses. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord avoir ces programmes communs avant de faire la coalition? On a vu la conséquence. En faisant la coalition avant. Mais la coalition, docteur, est-ce que la coalition, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus autour du programme plutôt que autour d'une simple cohabitation physique, coalition physique? Quand on a dit qu'il y a une coalition, vu qu'ils n'étaient pas d'accord sur... Enfin, les principes communs n'existaient pas, vous savez combien de temps ça a pris pour qu'on ait un Premier ministre? Et combien de temps ça a pris pour qu'on ait un gouvernement? Là, déjà, on voyait des divergences. Ils ont commencé là. Parce que pour moi, le programme qu'on devrait appliquer, c'est le programme que le président Tshisekedi a présenté au peuple. Parce qu'à la fin du quinquennat, il ne faut pas oublier une chose. On demandera le bilan du président Tshisekedi et non pas le bilan de la coalition. Alors, allons-y donc. Méfiance, tout ça, mais séduit à quoi? Et pour les gens qui ont décidé d'évoluer en coalition et qui sont partis, qui signent, qui se disent, bon voilà, nous démarrons aujourd'hui. Mais cette méfiance, pour vous, elle est autour de quoi exactement? Puisque tous sont sur le même bateau. Non, ils ne partagent pas les mêmes valeurs, selon moi. Quand on ne partage pas les mêmes valeurs, c'est comme dans un couple, dans un mariage. Donc, quand on n'a pas la même base, chacun a sa vision de ce qu'il veut faire, à un moment donné, ça bloque. Mais les principes étaient déjà établis au départ, et chacun savait à quoi s'en tenir. Mais alors je me demande pourquoi, chemin faisant, l'un et l'autre pouvaient ne pas respecter les principes conclus pour qu'il y ait divergence. Est-ce qu'on avait la même volonté de réussir? On a des principes. Est-ce que la volonté politique était la même? C'est un problème. Est-ce que tout le monde voulait réussir? Est-ce que tout le monde voulait que le président en place réussisse? Qui avait intérêt à ce que ça ne réussisse pas? Non, parce que le président en fonction, à la fin du mandat, on lui demande son bilan. Est-ce que les bilans positifs du président en place allaient faire plaisir à tout le monde? C'est ça le problème. Alors, c'est Tshisekedi qui est président de la République. C'est lui qui doit rendre compte du pouvoir qu'on lui a donné à la fin de son quinquennat. On ne demandera pas le bilan de la coalition. Parce qu'à la fin, peut-être au niveau de la coalition, il y aura d'autres candidats qui vont dire que non, il a eu le pouvoir, il n'a rien fait, moi je deviens candidat. Non, c'est lui qui a intérêt à ce qu'il puisse avoir un bilan défendable, c'est le chef de l'État. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul chef de l'État. Alors aujourd'hui, il se cherche d'autres chemins. Dans quelle direction? Il a décidé d'initier des consultations nationales. Moi-même, j'ai été invité à ces consultations. On va y arriver. Il a consulté le peuple, c'est un procédé démocratique. Il a reconnu lui-même, là je peux le féliciter. Démocratique, constitutionnel. Il a reconnu lui-même qu'il y avait des divergences persistantes. C'est qu'il a reconnu un blocage. Ce qui est courageux pour un chef de l'État. C'est qu'il a fait appel au peuple. Maintenant qu'il a appelé le peuple, vous savez, l'article 69 de la Constitution établit le président comme chef de l'État. Il fait de lui un arbitre attitré pour le fonctionnement régulier des services publics et des institutions. Il revient au président, en tant qu'arbitre, de faire que le fonctionnement des institutions soit régulier. Quand le président reconnaît qu'il y a un blocage, qu'il y a des divergences persistantes, il reconnaît implicitement que le fonctionnement n'est pas bon, n'est pas régulier. Et la solution doit venir de lui. C'est lui qui est l'arbitre. Maintenant qu'il a consulté le peuple,
il lui revient, j'ai suivi dans son message à la nation du 23 octobre, que rien ne peut être au-dessus du salut du peuple. Comme je disais, qu'il fait du peuple l'essence et le fondement de son pouvoir. Donc quand le président dit ça, que rien, qu'il n'écarte aucune hypothèse, rien ne peut être au-dessus du salut du peuple, le président ne doit pas avoir une main qui tremble. C'est-à-dire? Il doit décider en tenant compte de celui du peuple. L'intérêt du peuple doit primer dans sa décision. Il doit montrer la direction. Parce que, vous savez, son message a suscité beaucoup d'intérêt. Maintenant, il y a beaucoup d'espoir de ce qu'il va dire après les consultations. Les gens attendent même plus que ce qu'un président peut faire dans 5 ans. Il faudra, quand il va revenir devant la nation, qu'il soit précis, clair. Alors, ces partenaires du FCC aujourd'hui, ou ces anciens partenaires, appelons ça comme ça, mais ils doivent être considérés comment par rapport à ces consultations, par rapport à l'issue de tous ces contacts. Ces anciens partenaires de la coalition doivent être des gens qui doivent être mis à l'écart, puisqu'ils n'ont pas été sincères, comme vous le dites, ou c'est des partenaires avec qui il faudrait encore continuer dans certaines structures. D'abord, moi, je les vois comme des Congolais. Ces partenaires de FCC sont d'abord des Congolais. Quel est ce Congolais qui peut être contre l'intérêt du peuple congolais? Quel est ce Congolais digne de ce nom qui peut être contre l'intérêt du peuple congolais? Si est-ce que ce n'est pas excessif quand vous dites qu'ils sont, quand vous tranchez, qu'ils sont vraiment contre l'intérêt du peuple? Non, je dis qu'ils sont des Congolais. Oui. C'est pour ne pas les mettre à l'écart. Moi, je ne les mets pas à l'écart. Je dis que ce sont des Congolais qui doivent se sentir concernés par les cellules du peuple. Moi, je ne les mets pas à l'écart. Quand je dis que non, quel est ce conseil? Que non, ils sont d'abord Congolais comme moi, comme toi, comme tout le monde. Donc, ils sont concernés par ces consultations. Le président dit qu'il veut créer l'union sacrée de la nation. Mais quel est ce Congolais qui peut refuser de se retrouver dans une union sacrée pour la nation? Quel est ce Congolais qui contre la nation? Donc, si moi, toi, tout le monde, nous militons pour la nation, on nous dit on met en place une union sacrée pour la nation. Mais on peut être d'un tel parti politique, tel ou tel parti politique, mais militer pour l'intérêt de la nation. À moins qu'il y ait des gens qui militent pour leur intérêt particulier, partisan. Si tout le monde milite pour l'intérêt national, l'occasion est donnée. Donc le chef de l'État est appelé à cheminer avec tout le monde. Oui, il dit l'union sacrée de la nation. Moi, je n'écarte personne. On peut être membre d'un tel parti politique, mais on se dit qu'on s'inscrit dans cette vision de l'intérêt de la nation. À moins qu'on soit contre la nation. Et là, on verra qui sont pour la nation et qui ne le sont pas. On va le voir. Et quand les autres estiment que le chef de l'État n'est pas dans un schéma constitutionnel? Non, le chef de l'État, au vu de l'article 69, il est un arbitre. Le fait d'initier les consultations, il reste dans les précisions de l'article 69. Est-ce qu'il faudrait seulement qu'on écrive que non, le président peut convoquer ou initier des consultations? Il faut faire l'interprétation de cet article 69. Il est dans les schémas constitutionnels. Parce que là, nous sommes d'abord à l'étape où il a initié des consultations, mais il n'a pas encore annoncé ses décisions. Attendons ses décisions. Jusque-là, il n'y a rien qui est, qui est en dehors de la Constitution. Cette union sacrée recherchée, vous la voyez évoluer comment? Vous la voyez vraiment exercer les prérogatives à 100% avec beaucoup de satisfaction, sans quoi que, et puis est-ce que tout va aller comme sur les roulettes? Vous savez, quand je suis arrivé à l'aéroport d'Indili, en sortant de l'aéroport, une chose m'a frappé. C'est quoi? La misère. Le peuple souffre. Il ne faut pas l'appeler autrement. La misère. Depuis que je suis là, en marchant, enfin, je palpe la misère des Congolais. L'union sacrée de la nation
doit se battre pour mettre fin à cette misère de la population. Je lui dis que la politique, c'est pour servir et non pas se servir. L'union sacrée avec qui? L'union sacrée... Avec quel Congolais? Les Congolais. L'union sacrée doit sortir la population congolaise dans cette situation catastrophique. Ça ne va pas. Je ne sais pas si nous voyons les choses de la même manière. Mais ce que moi, ce que moi j'ai vu, et dans les cas de mes propres yeux, et dans les cas contraires, si les objectifs ne sont pas atteints, je ne suis pas dans l'hypothèse où on ne doit pas atteindre. Je ne suis pas dans cette hypothèse-là. Évidemment, on n'est pas fataliste, mais c'est des questions qui se posent quand même. Le président a compris que les choses ne marchaient pas, qu'il était bloqué. C'est pourquoi je disais qu'il ne doit pas avoir une main qui tremble. Pour moi, les décisions que le président Tshisekedi va annoncer vont marquer le tournant de son quinquennat. Le président doit construire une nouvelle histoire avec les Congolais. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Avec les Congolais de quel profil, d'après vous? Les Congolais qui sont d'abord dignes de ce nom, les Congolais qui aiment ce pays et les Congolais qui aiment le peuple congolais. Qu'on peut trouver facilement. Mais ils sont là. Ils sont là. Alors, docteur, quel a été votre rapport dans tout ça? Un peu rapidement, mais vous avez été parmi les consultés par le chef de l'État. Vous avez sans doute, soufflé quelque chose pour que les choses dorénavant puissent marcher comme il se doit. Mais en fait, quel a été votre rapport, vous qui vivez à l'étranger, vous de la diaspora aujourd'hui, vous qui percevez le pays à 2000 ou à 5000 km d'ici, vous qui venez voir la misère, comme vous venez de le dire tout de suite. Mais alors, quel est en fait votre rapport? Quel a été votre rapport dans tout ça? Bon, mon rapport, j'ai apporté au chef de l'État un exemplaire de ma thèse de doctorat. J'ai dit que j'ai fait ma thèse sur la conception de la fonction présidentielle, que lui exerce. Je lui ai apporté l'analyse de la fonction présidentielle. J'ai demandé au président, je lui ai dit que pour tout un chef d'État, il doit faire avec un allié qui est à la fois son ennemi, c'est le temps. Le temps n'attend pas. Le temps va vite, voire trop vite. Et monsieur le président, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Demain, ça sera tard. Demain, ça sera tard. Après, je ne dois pas dévoiler devant la caméra notre entretien. Mais comme je l'ai dit, j'ai dit au président que la population souffre. La population souffre. Je lui ai demandé, monsieur le président, n'ayez pas de remords à la fin de votre quinquennat. Soyez le président qui, à la fin de votre quinquennat, vous avez une conscience qui vous dit que vous avez tout fait pour changer la vie de votre peuple, la vie de vos compatriotes. Vous savez, un président de la République ne peut pas tout faire dans 5 ans. Je sais de quoi je parle. Parce qu'on peut dire qu'il pose des bases, claires, qu'il met le pays dans une direction qui va permettre, celui qui viendra après lui, de continuer dans... Aujourd'hui, le pays va où? Quand vous prenez le volant de votre voiture, vous connaissez la direction. Le matin, je vais à la RTNC. En sortant de chez vous, vous voyez là où vous partez. Que le président donne une direction claire et précise pour les Congo. Aujourd'hui, le pays va où? On a fait 2 ans où on tourne en rond. On tourne en rond. C'est les années perdues pour vous? Oui. Les 2 ans? Malheureusement. Malheureusement. Alors, on va terminer par ce point, puisque j'ai dit tout à l'heure que vous êtes spécialiste de l'administration des administrations des élections. Alors, nous allons prendre ces tout derniers points dans les 5 minutes qui nous restent. Les réformes électorales, vous les préconisez? Les réformes, aujourd'hui, elles sont
incontournables. Il faut sauver la démocratie congolaise du naufrage. Nous avons eu des élections en 2006, en 2011, en 2018. Toujours contesté. Ces trois élections ont un point commun, l'absence de transparence. Ça, on peut me dire le contraire. Je dis que je ne peux pas avoir la rigueur pour 2006 parce qu'on a fait beaucoup d'années sans élection. Les couacs étaient prévisibles. Mais 2011 était une occasion pour confirmer cette pratique démocratique. Ça n'a pas été le cas. 2018, il y a eu des confusions qu'on a vues. Alors qu'est-ce qu'il faut revisiter? Il y a la loi électorale. Elle-même qu'il faut revoir. Il y a aussi la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante. La CENI. La CENI joue un rôle capital dans la construction et la consolidation de la démocratie en RDC. On l'appelle même institution d'appel à la démocratie. Mais cette CENI n'est indépendante que de nous. Ah, la commission Malu, la commission Mulunda et la commission Krone-Inanga. En quoi n'est-elle pas indépendante? La CENI semble être un organe politique qui obéit au dictat obscur par le comportement. On fait un constat de ce qui s'est passé avec le pasteur, l'abbé Fata Sonam Malu, avec le pasteur Ngoyi Mulunda, avec Krone Nanga. La CENI, son travail n'est pas très bien contrôlé. Et vous êtes sûr qu'aujourd'hui, on arrivera à mettre vraiment les gens qui n'obéiront à personne? Et vous savez... Est-ce que vraiment c'est la présence? Même le régime actuel parviendra vraiment à mettre en place une CENI véritablement indépendante? S'il y a une volonté politique, cela est possible. Pourquoi certains pays africains l'ont fait? Aujourd'hui, dans ces pays-là, les élections ne posent aucun problème. Le Sénégal, le Ghana, le Bénin. Pourquoi, si les autres l'ont fait, moi si on peut le faire, ils sont africains comme nous. Pourquoi les autres l'ont fait, nous on ne le fait pas? Vous avez des propositions? Moi je préconise une CENI qui est apolitique. Aujourd'hui, la CENI est composée de 13 membres. Sur les 13 membres, il y a 3 qui viennent de la société civile et 10 des partis politiques. Comment voulez-vous avoir une CENI totalement indépendante quand la majorité vient des partis politiques? Donc, il y a un relais politique qui s'impose au sein de la CENI. Et la CENI doit être composée d'experts, des gens compétents. Il y a aussi la question de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses. On a vu ce qui s'est passé au mois de juillet. Moi, j'avais honte. Il faut qu'on mette sur la table des critères précis qui sont connus par tous les Congolais. Que faut-il pour postuler à la présidence de la CENI et comment les choses se passent? Et alors, quelle personnalité pour la CENI aujourd'hui? Vous dites les partis politiques, on n'en veut pas, puisqu'ils consomment. Bon, on a compris. Mais quel genre d'homme pour diriger la CENI? Sur le modèle de CENI, nous avons des CENI. C'est même quand vous proposez la société civile. Mais moi, je ne vois pas une société civile véritablement neutre dans ces pays. Vous avez totalement raison. Même quand vous suggérez les confessions religieuses, mais vous suivez l'actualité, mais c'est dur de contestation. C'est pourquoi je parlais qu'il faut qu'il y ait des réformes. Quelle personne ou quelle personnalité? Il faut d'abord des personnes qui sont intègres. Premier critère, intégrité. Des personnes compétentes qui ont les profils des élections. On ne met pas la CENI n'importe qui. Que parce qu'il a fait telle lutte, parce que non. Il faut des profils qui sont adaptés. Il y a des pays qui le font. Ces profils ne manquent pas en RDC. Qu'on mette de côté le trafic d'influence, le clientélisme, qu'on choisisse les gens compétents. Et cela est possible s'il y a une volonté politique. Mais quand
Nous avons des gens qu'on veut placer là-bas parce qu'on veut les contrôler. Parce que tel qu'un veut garder la CENI, veut contrôler la CENI, c'est pourquoi on arrive à tout ça. Vous savez, l'article 5 de la Constitution congolaise dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par voie de référendum ou d'élection. Donc, l'élection, c'est un moyen qui est donné au peuple pour s'exprimer. Donc, il faut qu'on mette en place une CENI qui doit être la maison du peuple, qui permet au peuple de s'exprimer lors des élections. Donc, il faut mettre de côté les sentiments, même les confessions religieuses. Moi, je pense qu'on doit revoir les choses. Faut pas. Il y en a, je crois, 7 ou 8 qui se réunissent et qui décident le sort de tout un peuple. Parce qu'il ne faut pas l'ignorer. Il désigne un président de la CENI qui va avoir ce pouvoir de faire n'importe quoi, alors que l'élection, c'est un moyen qui est donné au peuple pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'il décide le sort de tout un peuple. Et là aussi, moi, je pense que, comme disait l'ancien cardinal Laurent Mosengo, qui disait que les médiocres doivent dégager. Mais la question se pose aussi pour les confessions religieuses. Là aussi, il faut que les médiocres dégagent. Ils ne sont pas des saints. On a trouvé qu'il y en a qui ont fait n'importe quoi. Donc je reprends la même formule de Mosengo, qu'au sein des confessions religieuses, il faut qu'on dégage les médiocres.